Merci à toutes et à tous, en tout cas, de répondre encore présent et d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je suis Jean-Philippe Bertocchio, je suis médecin et je suis le CEO de Skesi et je suis ravi aujourd'hui, on est ravi d'accueillir chez Skesi Nathalie Grémaud que je vais laisser se présenter et puis je vous présenterai un peu comment ça va se passer par la suite. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup et merci beaucoup Jean-Philippe et toute l'équipe de Skesi de nous accueillir pour ce webinaire sur les impacts organisationnels. Donc en ce qui me concerne, je suis pharmacienne spécialisée en économie de la santé et je suis directrice générale de la société Reality et nous sommes spécialisés en évaluation économique et médico-économique en santé. Merci Nathalie. Alors, quelques petits mots d'introduction maintenant qu'il y a déjà pas mal de monde dans le webinaire. C'est un webinaire, donc l'idée c'est qu'on va discuter des impacts organisationnels avec Nathalie là dans les quelques dizaines de minutes qui viennent. Vous allez avoir la possibilité d'avoir le replay à distance, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout ça. L'idée c'est que ça soit aussi un webinaire interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie Q&A de l'outil. Nous, on y répondra à la fin. Il y a une partie qui est vraiment dédiée à des échanges avec vous sur le sujet pour essayer de rendre ça le plus fluide possible. Voilà, surtout, n'hésitez pas à intervenir, c'est important tout au long du webinaire. Je vous propose qu'on attaque, qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, slide suivante. Je vais laisser donc Nathalie un peu Oui, présenter le voilà sujet. un petit peu le contexte des impacts organisationnels dans la valeur des produits de santé au sens large, puisqu'on va parler aussi d'intervention de santé. Et au bout du bout, il s'agit toujours de parcours, en fait, alors parcours de soins, parcours de santé ou parcours de vie. Mais globalement, on en arrive toujours là et c'est un des objectifs majeurs de fluidifier les parcours et de les rendre tout à fait opérationnels. Alors, les impacts organisationnels, vous voyez, ils s'inscrivent dans une conception élargie de la valeur des produits en santé. Bien sûr, tout commence toujours par le bénéfice clinique, la valorisation économique et médico-économique, tout ça pour les démarches d'accès au marché. Mais au-delà de ça, et même si ce n'est pas encore complètement pris en compte à part entière dans les démarches d'accès au marché, de plus en plus, nous parlons d'expérience patient, de valeur de l'information, d'impact budgétaire au sens plus large, qui s'inscrit dans la pérennité du financement, et également d'impact organisationnel, d'impact environnementaux et d'impact sociétaux. Donc c'est tout ça, toutes ces couches-là, mais qui ne sont pas tant des couches qui peuvent être intégrées dès le démarrage de l'évaluation des produits ou interventions en santé, de façon à pouvoir bien mettre en valeur, démontrer cette valeur globale des produits en santé. Donc aujourd'hui, on va plus parler des impacts organisationnels, mais vous l'avez compris, tout est lié. C'est là où la force de Skesi, d'une part, avec le recueil des données de santé en vie réelle et notre capacité à pouvoir évaluer et valoriser toutes ces données qui trouvent un sens par rapport plus spécifiquement aux impacts organisationnels. Donc, diapo d'après. Euh, Et donc, on va avoir au programme là, pour que ça soit plus concret pour vous, une partie de définition, d'explication de ce que c'est qu'un impact organisationnel, comment c'est considéré à l'heure actuelle par les autorités et les différentes instances, comment on évalue un impact organisationnel, et puis en trois, surtout comment on peut valoriser ces impacts organisationnels une fois qu'on a fait ces études et qu'on a des données sur le sujet. On va essayer de discuter avec vous certains cas pratiques concrets. On vous montrera comment on peut arriver à faire ça de façon très concrète. Et donc, du coup, slide d'après, je Alors, te laisse la main, oui. Nathalie, sur ce que c'est qu'un impact Alors, organisationnel. la définition des impacts organisationnels, alors un impact organisationnel induit par une intervention de santé, et on peut passer sur la slide suivante, voilà celle-là, eh bien ça va avoir un rôle très structurant sur un certain nombre de dimensions.
Bien sûr, on va parler de structure organisationnelle. Alors là, c'est les impacts organisationnels au sens large. On n'est pas forcément spécifique de la santé, mais ça concerne de toute façon un certain nombre de secteurs. Donc la structure, les processus, hein, et dans la santé, on parlera beaucoup plus de parcours, les ressources nécessaires, qu'elles soient humaines ou matérielles, et les interactions. Et finalement, quand on se positionne en termes de santé et intervention de santé, eh bien, on en arrive à comparer un scénario 1 qui est sans l'intervention de santé et avec un scénario 2. Et c'est la différence entre les deux scénarios qui va nous permettre d'identifier dans un premier temps et ensuite d'évaluer ces impacts organisationnels, les effets produits par notre intervention en santé. Et on verra que ça concerne un certain nombre d'acteurs, professionnels de santé, patients, établissements, etc. Et on peut aller plus large au niveau sociétal, évidemment. Et du coup, en fait, dans la partie impact, on voit que c'est quand même assez large. Et nous, en santé, on a quand même des structures entre le public, le privé, les organisations des uns et des autres. J'imagine qu'il y a... Est-ce qu'on a un peu plus structuré le sujet? Oui, alors tout à fait. D'accord. Dans la santé, il existe un référentiel ou une cartographie. La cartographie qui a été réalisée par la HAS en 2020, même si elle date de 2020, les choses vont vite, hein, elle reste tout à fait d'actualité et elle est extrêmement intéressante et toujours, c'est important de s'y référer et quand on est confronté à une démarche d'évaluation des impacts organisationnels et d'identification d'aller s'y replonger. Donc, globalement, trois gros macro-critères. Un qui va être plus sur la suite des activités. Donc, c'est là où on va trouver tout ce qui concerne les indices de temporalité, hein, le délai d'accès, par exemple, le délai entre deux traitements. Le macro-critère 2, lui, va plus décrire les interactions qui parfois peuvent être complexes entre les ressources nécessaires et les compétences nécessaires. Donc, comment on fait monter en compétences? Est-ce qu'on fait de la délégation de tâches? Et enfin, un macro-critère 3 qui est également extrêmement intéressant parce qu'il élève un peu le débat sur une vision beaucoup plus sociétale ou, ou de la collectivité avec en particulier eh bien, l'impact sur la sécurité sanitaire, sur l'accessibilité, les inégalités sociales en santé. Également, on y trouvait déjà l'empreinte écologique. Maintenant, on parlera peut-être plus d'impact carbone. Mais effectivement, c'est là où on s'aperçoit dans ce premier travail établi par la HAS que tout est connecté, interconnecté, et que les impacts organisationnels peuvent aller au-delà tout simplement de l'organisation pure et dure, mais impactent un certain nombre d'autres critères. Donc ça peut être des critères individuels, collectifs, également la temporalité, l'effet de l'impact, tout ça va être pris en compte et est déjà bien noté dans la cartographie de la HAS, même si encore une fois, en termes d'accès au marché, pour ce qui est médicaments ou matériel médical, eh bien, les critères retenus par la HAS intègrent faiblement, on peut dire, les impacts organisationnels qui sont dans l'intérêt de santé publique. Alors, Et donc après, la question qu'on se pose, c'est comment on va pouvoir, une fois qu'on a bien défini ce que c'est, enfin bien défini, vous voyez, c'est assez large hein, quand même le concept d'impact organisationnel, comment on va pouvoir évaluer ces impacts. Et là, c'est là où vous avez quand même une grosse expertise aussi du côté de Royalty pour avoir déjà conduit des études avec vous. Comment on évalue, c'est quoi les étapes pour évaluer ces impacts organisationnels? oui, alors il y a plusieurs étapes globalement. Ce qui va être important au bout du bout, et en particulier dès l'instant où il va falloir mettre des études de recueil de données en place, c'est de bien définir ces critères et ces indicateurs. Donc, il faut anticiper sur tous les effets attendus du changement d'organisation, de façon à pouvoir les traduire en critères. Qu'est-ce qu'on souhaite évaluer, qu'est-ce qu'on souhaite mesurer, et ensuite comment on va le mesurer, et ça, c'est l'indicateur. Donc il y a toute une première phase du travail qui consiste, avant de passer sur la phase plutôt quantitative de recueil de ces critères et indicateurs, mais une phase de calibrage et qui va être l'occasion de se pencher sur les effets attendus, comme j'ai dit précédemment, et d'avoir une vision
assez large et panoramique de tout le parcours de soins dans lequel va s'intégrer le produit de santé ou l'intervention en santé. Donc sur la slide suivante, on voit un certain nombre de catégories d'effets attendus, qui soient sur la temporalité, hein, ça c'est une part importante des impacts organisationnels, sur les recours aux soins, sur les conditions de travail des professionnels. Vous voyez, ça va assez loin et les conditions de travail des professionnels sont évoquées dans la cartographie de la HAS. La nature des intervenants, et c'est là où effectivement, et comment ils s'organisent, hein, on va trouver les interactions, les protocoles de coopération, la formation, etc. Alors, pour arriver à bien calibrer une évaluation d'impact organisationnel, pour ça, on utilise un certain nombre de moyens que l'on croise. Bien sûr, on fait de la revue de littérature, que ce soit si elle existe déjà dans le cadre de l'intervention que l'on va étudier, sinon on cherche des proxys en transversalité. Il y a une phase qui est extrêmement importante, c'est les ressources que vous-même avez au sein de votre organisation. Vous avez vous-même déjà travaillé sur le sujet des données. Donc, il y a aussi de notre part un état des lieux de ce que vous avez et comment on va pouvoir le valoriser et l'utiliser. On n'hésite pas à aller interviewer certaines personnes de vos organisations parce qu'il y a aussi la façon avec laquelle, au-delà des données ou des documents, vous envisagez les choses, hein. Donc, il y a ces temps d'échange qui sont extrêmement importants. Et puis, bien sûr, on fait appel aussi à des entretiens avec des personnes externes de cet écosystème, de façon à pouvoir avoir le maximum, la vision maximale, tant du parcours et des différences attendues entre les scénarios qu'on évoquait au démarrage, ou le monde avec, le monde sans, ou le monde avant, après. Mais effectivement, il y a une première phase qualitative qu'il faut prendre le temps de faire puisqu'elle va conditionner une grosse partie de la suite. On voit bien que c'est assez disparate comme type de données qu'il va y avoir à avoir, qui est assez spécifique à à chacune des innovations, que ce soit un traitement, que ce soit un dispositif médical, que ce soit un nouvel acte, etc. L'impact qu'il y a derrière, on ne peut pas faire un listing et dire, ben voilà, je prends copie-colle d'une étude à une autre, et voilà ce qui va se passer sur votre étude, voilà ce qu'on va mesurer. Ça, c'est pas possible. Je pense que les gens qui proposent de faire ça, c'est pas honnête, puisque une innovation va apporter un impact dans une organisation. Donc, ça dépend de comment c'est fait au départ et quelle est l'innovation qui est apportée. Et donc, pour ça, la meilleure façon d'analyser ces modifications des impacts organisationnels, et c'est d'où l'intérêt de faire notamment ce webinaire à deux, c'est que très régulièrement, il y a besoin quand même d'avoir accès à des données, dites des données de vie réelle, donc de pouvoir voir ce qui se passe avant cette innovation, de savoir eh bien, quelles sont les variables, quelles sont les données qu'il va falloir collecter dans l'organisation telle qu'elle était avant l'innovation, et puis l'organisation telle qu'elle est avec l'innovation. Et c'est là où les différents types de données qu'on va pouvoir collecter, que ce soit des données qui viennent des données issues du soin classique, que ce soit des données qui viennent du monde médico-administratif, comme par exemple le SNDS, qui peut être utile parfois pour voir quel impact ça a eu sur la consommation de soins, etc. Ou que ce soit des données qui soient récupérées auprès des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des infirmières ou des patients eux-mêmes sur l'utilisation et leur parcours avec cette innovation. Vous voyez, c'est un cadre assez large, hétérogène de types de données qui s'inscrit dans les données de Virène. Et du coup, slide d'après, vous avez probablement, alors il y en a certaines d'entre vous qui ont probablement déjà assisté à notre précédent webinaire sur justement les études en Virène, et donc vous vous rappelez ce cas de qu'est-ce qu'on appelle études en Virène. On n'a pas une définition ultra précise, mais c'est plutôt par opposition par rapport aux études cliniques interventionnelles traditionnelles dans lesquelles on a à l'avance un protocole qui va être bien défini avec une mesure à un instant T qui est très précise, avec une technique de mesure qui est très précise, etc. Et ça nécessite de définir à l'avance les critères d'inclusion des patients avec là où ils vont avoir telle et telle mesure, etc. Et ça, en fait, ça a un avantage parce qu'on contrôle l'environnement, on va pouvoir allouer
une intervention ou pas de façon aléatoire, et c'est ça ce qui va nous permettre de définir l'effet de cette intervention. Sauf que c'est très cher, c'est très ciblé comme population qu'on peut inclure, et c'est pas forcément représentatif très clairement de la population cible à la fin à qui ça va être attribué. Et assez rarement, on incorpore des données d'impact organisationnel dans les études cliniques interventionnelles. Ça arrive, parfois il y a, sur la consommation de ressources, etc. Ça prend en général pas en compte la totalité de l'organisation des soins tel qu'il est. Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Le plus souvent, ça passe par des études dites de vie réelle, où on est sur le terrain directement avec les acteurs sur le sujet. Et donc, ça nécessite de prendre en compte la réglementation, la façon des données, la façon de collecter les données qui sont en rapport avec l'étude d'impact organisationnel que vous allez vouloir faire. Parfois, vous allez le faire déjà pour X autres études, et parfois, il va falloir avoir une collecte spécifique pour l'étude d'impact organisationnel. Donc, d'où l'intérêt de bien cartographier à l'avance le type d'informations et de données que vous allez vouloir collecter dans ces études d'impact organisationnel, de voir si ça peut être combiné avec d'autres études qui vont être en cours ou si ça va nécessiter d'avoir une étude spécifique dans le domaine. Et donc, une fois qu'on a fait ces études d'impact organisationnel, qu'on a pu collecter des données, la question qu'on peut se poser après derrière, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, diapositive suivante. Donc, comment on les valorise? Alors, la première des valorisations, c'est effectivement les études en soi et les résultats qu'elles vont donner qui pourront servir à alimenter votre propre communication, voire même certains dossiers soit de renouvellement d'inscription, soit de nouvelle inscription en termes d'accès au marché, en fonction bien sûr des demandes spécifiques de la HAS, que ce soit CNEDIMS ou comité de transparence en fonction par rapport à vos produits. Alors, la modélisation, peut tout à fait être envisagée, voire même nous la recommandons, pour les impacts organisationnels et dans une démarche où on allie cet impact organisationnel à l'impact budgétaire, donc au travers ce que nous appelons des OBIM, Organizational Budget Impact Model, qui s'inscrivent dans une démarche intégrée et combinée d'emblée des impacts organisationnels. Alors, l'impact budgétaire, il est souvent valorisé sur un certain nombre d'impacts organisationnels. Mais le fait de les intégrer dès le démarrage de la modélisation, du travail de calibrage, c'est encore une fois de les identifier tous, qu'ils correspondent à un coût ou pas. Et ce que l'on fait dans les OBIM, c'est que bien sûr on valorise d'une part en monétaire l'ensemble des impacts de l'intervention de santé, mais on valorise aussi, alors dans d'autres unités, on a parlé de la temporalité tout à l'heure, hein, par exemple, et on va voir que c'est souvent quelque chose qui revient de façon très importante dans les impacts organisationnels. Donc, on valorise aussi ces impacts dans leur propre unité. Et c'est important parce que ça permet, et on le verra par la suite sur la façon avec laquelle on utilise ces impacts organisationnels, d'avoir un discours auprès de certains acteurs de l'écosystème. Et là, je pense aux hôpitaux, aux directeurs des achats dans les hôpitaux ou les décideurs hospitaliers, d'avoir un discours qui n'est pas que monétaire, mais également qui parle de temps infirmier. Donc, je pense qu'on va voir ça on va avancer sur... Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout ce que je vous disais sur l'impact budgétaire, la conjugaison de l'impact budgétaire et de l'impact organisationnel qui va aborder le parcours sous un angle différent et permettre d'avoir un niveau d'éclairage différent pour d'autres décideurs auxquels on s'adresse aussi, mais qui sont plus au niveau territorial ou régional. Et on va effectivement voir sur cette diapo différents types de résultats. Alors, je suis désolée, ils sont un petit peu en bas, mais vous les voyez
vous voyez que là, dans le côté organisationnel, on va parler par exemple, ça c'est une étude qui a été publiée, de durée de séjour en unité de soins intensifs, donc en nombre de jours. Donc, on n'est plus du tout au même niveau de discours où on parle effectivement potentiellement d'économie sur une unité de soins intensifs, mais on parle de jours disponibles, donc on est vraiment dans vis-à-vis d'un service hospitalier, comment vous réorganisez cette disponibilité de jours. Vous avez la même chose, enfin le même type d'exemple de l'autre côté, où là on va parler de temps infirmier. Finalement, dans un hôpital, c'est pas tant ce qu'on va gagner en termes monétaires sur une infirmière ou un infirmier, mais c'est quel va être son temps disponible et comment on peut organiser ou réorganiser un service, peut-être prendre plus de patients, quand on a effectivement cette valorisation de temps fermé. Donc, vous voyez tout l'intérêt de la modélisation qui va projeter les impacts organisationnels, et tout l'intérêt, ça va être de les projeter de façon très spécifique de votre interlocuteur. Donc là, on parlait des établissements hospitaliers. Et c'est pour avoir un niveau de langage qui soit clair, simple, pédagogique, que nous avons développé la plateforme IMP, Healthcare Impact Model Platform, qui est une interface entre la modélisation et sa communication sous une forme beaucoup plus pédagogique. Donc, vous voyez, ça traduit les modélisations sur un iPad au travers d'une application. Et ça permet d'adapter les critères de votre interlocuteur, parce que c'est un outil dynamique, et on va regarder tout de suite la démonstration, parce que ça vaudra mieux que 1000 mots. Donc, je vous demande juste quelques secondes. Non, j'ai rien du tout. Ah. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez tel que ça apparaît sur la tablette. Donc, là, on vous présente un modèle fictif, mais ça commence effectivement par quelques rappels de pathologie. Et ensuite, on va aller découvrir la façon avec laquelle est présenté le modèle. Donc, je précise que cette plateforme peut s'appliquer à tous les modèles sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc, tout commence, comme je vous le disais, par la description du parcours. Donc, on commence par calibrer son parcours. Et vous voyez, voilà, sur les onglets supérieurs, on peut choisir, donc tout ça se construit ensemble, de démontrer, de mettre en avant les impacts budgétaires ou les impacts organisationnels sur la base des indicateurs qui ont été retenus. Et ce qui est particulièrement intéressant par rapport à cet outil, c'est son dynamisme, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne que vous avez en face de vous, vous pouvez modifier différents critères, indicateurs, donc la perspective, l'horizon et en particulier le nombre de patients, ce qui veut dire que quand vous êtes à la rencontre de services hospitaliers, vous pouvez tout à fait customiser le modèle à leur pratique, la pratique du service et également le taux de pénétration de la solution. En fait, tous ces critères sont complètement modulables et quand on en arrive à ce stade-là sur la mise en forme d'un modèle, eh bien, ensuite, on choisit ce qui peut être mis en avant. Donc, voilà une façon de valoriser et d'utiliser tout ce qui est impact organisationnel et impact budgétaire. On l'a vu, c'est forcément lié, sur la base toujours d'un parcours de santé qui va être la première partie de notre travail en termes de définition. Donc, on va continuer sur les slides. Juste avant de passer sur les cas d'usage, et le temps que effectivement voilà, on passe aux slides suivantes. Et là, on est repassé sur la slide 1, mais ça arrive. Voilà. Donc, on va passer maintenant au cas d'usage. Et donc, on a donc ces slides d'après, et donc juste parce que
En fait, moi, si je prends mes deux casquettes, à la fois médecin et directeur médical d'une CRO comme Skesi, il y a parfois des terminologies qui m'échappent un peu. Et c'est vrai que la première fois que j'avais entendu parler des impacts organisationnels, c'était pour moi un truc un peu vague, flou et de loin. Et au fur et à mesure du travail, des travaux qu'on a pu faire avec Reality, ça a commencé à devenir un peu plus concret. Ce qu'il faut se dire, c'est que on voit bien que l'industrie s'est emparée de plus en plus de ces sujets, hein, que ce soit l'industrie notamment des dispositifs médicaux, l'industrie des médicaments, qui est venue aussi pas mal dans le domaine. Mais dans le monde hospitalier, c'est aussi des choses qui se faisaient. Alors ça s'appelait, c'est un peu du Monsieur Jourdain, nous on connaissait ça du côté médical. On faisait des études d'impact organisationnel sans vraiment appeler ça des études d'impact organisationnel. On appelait ça beaucoup l'évaluation des pratiques professionnelles. C'est-à-dire que ben, on allait voir dans tel endroit, dans telle innovation qu'on allait faire, qu'est-ce que ça a amélioré dans l'organisation d'un service, l'organisation d'un hôpital. Eh bien, voilà. Donc, c'est pour que on puisse toutes et tous s'approprier vraiment ce langage et ce type d'études. L'idée, c'était de repartir de cas concrets que nous, on a connus, qu'on a pu mener. Typiquement, là, il y avait un médicament utilisé en anesthésie qui passait d'une formulation où il fallait que l'infirmière d'anesthésie ou l'anesthésiste doivent reconstituer à une forme qui était pré-remplie. Et donc, bah, l'impact en termes de mortalité est pas monumental. C'est la même molécule, c'est le même médicament, c'est la même chose. On ne s'attend pas à ce que cette modification apporte une modification énorme en termes de mortalité. En revanche, il y a des impacts organisationnels. Et ça a été le grand sujet, de voir, de comprendre, de savoir, de mesurer exactement ce que ça allait changer dans la vie d'un bloc opératoire. Et lorsque vous avez une ressource rare qui est le médecin anesthésiste, une ressource rare qui est l'infirmière anesthésiste, qui doit s'occuper d'un patient et qui doit passer du temps à reconditionner un médicament, mais alors s'il y a quelque chose qui est déjà conditionné, ben, ça lui fait gagner du temps. Donc déjà, on a un premier truc à mesurer, c'est en termes de temps, qu'est-ce que ça leur fait gagner? Mais après aussi derrière, en discutant et dans les échanges qu'il y a pu y avoir avec les professionnels sur le terrain, il y a eu aussi la sécurité. Parce que reconditionner un médicament lorsque on a X blocs qui tournent en parallèle, etc., de se dire qu'il ne va pas y avoir un risque en termes de sécurité sur le sujet, mais ça apporte une amélioration en termes de sécurité sanitaire. Et ça, c'est pas rien à mesurer, c'est des choses qui sont, vous le savez, de plus en plus importantes à pouvoir mesurer. Et puis après, derrière, si ça améliore aussi le temps pour les patients, les temps sur la préparation, il peut y avoir aussi une modification de l'expérience des patients dans le temps d'attente entre deux blocs. Et donc ça, il faut savoir que ça va dépendre beaucoup de l'organisation de telle ou telle unité, de tel ou tel hôpital qui va avoir une activité particulière. Par exemple, ceux qui font plus d'ambulatoires, ceux qui vont faire plus de chirurgie fonctionnelle ou de chirurgie qui sont plus ou moins lourdes. On voit que bah, si vous modifiez de quelques minutes le temps d'anesthésiste pour un bloc opératoire qui fait que de la chirurgie cardio-thoracique ouverte, bah, où ils font 3 blocs dans la journée maximum, bah, l'impact ne va pas être monumental. Mais si vous faites une modification de quelques minutes pour un bloc opératoire qui enchaîne et qui fait 12, 15 interventions dans la journée, bah, vous voyez que rapidement, ça peut faire un impact qui est important. Donc ça, ce sont des sujets voilà, de type d'études où vous voyez que à partir d'une innovation qui est peut-être pas cutting edge, mais il y a un impact sur vraiment sur le terrain parce qu'on connaît le terrain et parce qu'on va être capable d'aller mesurer. Et donc ça, dans ce type d'études-là, bah, c'est des études de modification des pratiques patients, des modifications des pratiques professionnelles qui ne nécessitent pas de données directement aux patients, puisque là, dans cette étude-là, on n'avait pas forcément fait de l'expérience patient donc, on a choisi de ne pas le mesurer, notamment parce que ça permettait d'avoir un cadre réglementaire plus allégé, et qu'on pensait que ce n'était pas là où il y avait le plus d'impact. Donc, on a fait sur de la mesure du temps d'occupation infirmier, de la mesure de la sécurité des soins. Et donc, ça a été une étude qu'on appelle de RNIPH, donc une étude sur des données avec une MR004 qui permet de mettre en œuvre l'étude rapidement, de collecter des données rapidement et de faire les analyses rapidement.
On a d'autres cas d'usage. Alors, je ne sais pas si on a le temps. Oui, on a un peu de temps pour pouvoir passer dessus. Donc, on peut aller discuter. Donc, n'hésitez pas après, hein, si ça réveille chez vous des différents cas d'usage. Dans d'autres cas d'usage sur lesquels on a pu travailler, notamment par exemple avec Quality, c'est on change, vous voyez que ça va être applicable à d'autres pathologies, mais on change la fréquence d'administration d'un traitement qui est intraveineux ou sous-cutané, ici une chimiothérapie dans le cadre d'un cancer du sein par exemple, mais pour être dans une autre pathologie, où on va le passer c'est des injections qui vont être hebdomadaires toutes les semaines à des injections qui deviennent mensuelles. Et en fait, dans la littérature, ça a été montré que ça ne diminue pas la morbimortalité, que globalement, ça a la même efficacité que si c'était en hebdomadaire. Et donc après, on va se dire, bah, qu'est-ce que ça change? Ah ben, qu'est-ce que ça change? Là, ça peut poser des questions sur les ressources hospitalières. Et donc, du coup, bah, de dire, bah, je vais avoir dans mon hôpital de jour plus de disponibilité de lits, plus de disponibilité de matériel, plus de disponibilité de professionnels de santé. Mais il y a aussi là, pour le coup, une expérience patient qui est hyper importante à mesurer, qui devrait être mesurée sur, je dois venir à l'hôpital toutes les 4 semaines versus de toutes les semaines. Est-ce que c'est un vrai plus pour l'expérience patient? Alors, on peut considérer a priori que c'est nécessairement mieux, mais en fait, il y a des études qui montrent aussi qu'il y a certains patients qui ont absolument besoin de voir leur médecin plus souvent et qui sont plus rassurés de voir leur médecin plus souvent. Donc là, passer de 1 à 4 semaines, est-ce que c'est exactement le challenge, enfin la modification qu'il faut? Et puis en fait, et ça a été des grosses discussions qu'on a eues avec Royalty sur le sujet, il y a des nouveaux indicateurs qu'on peut mesurer et qui sont notamment les impacts environnementaux. Lorsque vous déplacez un patient, notamment par exemple pour des traitements lourds comme des chimiothérapies, toutes les semaines et que vous avez un transport médical qui en plus, bah, il y a le coût du transport, mais il y a aussi l'impact environnemental et de limiter le fait d'avoir de la consommation. Et vous voyez qu'on est en pleine situation dans laquelle on veut faire attention à nos ressources en termes de carburant, de démontrer que dans l'impact que vont avoir nos modifications de pratique parce qu'on passe de quelque chose à toutes les semaines à quelque chose à tous les mois, eh bien, mesurer cet impact-là en termes de consommation de ressources d'énergie fossile, alors, c'est probablement pas ça qui va faire changer l'ASMR d'un médicament, mais très probablement, c'est des choses auxquelles peuvent être sensibles les autorités, les prescripteurs, les patients l'ensemble des décideurs. Et je pense que c'est d'autant plus important pour rebondir sur cet impact carbone qui peut être une conséquence directe d'impact organisationnel, comme tu le disais, de le calculer à l'aune des parcours et non pas rester uniquement sur la valeur du cycle de vie, l'analyse de cycle de vie d'un médicament est beaucoup plus proche de la réalité. Et je pense que véritablement c'est important. On ne peut pas juger un produit de santé sur un plan environnemental uniquement par son ACV, analyse de cycle de vie, mais il faut aussi le contextualiser. Donc, quand un impact organisationnel a en conséquence des impacts environnementaux, et maintenant on parle beaucoup d'impact carbone, hein, c'est l'unité qui pour l'instant est retenue, oui, il faut penser aussi et anticiper sa valorisation. Et donc là, vous voyez que en fait, dans ce type d'études, où on va avoir à mener à la fois des données qui vont être récoltées par les professionnels de santé, des données qui vont être sur l'organisation des établissements avec des transports, etc., et des données sur l'expérience patient, là, soit on fait une seule étude, soit on peut combiner en fait deux modalités d'études. Et à partir du moment où on va impliquer des patients pour lesquels on va devoir mesurer une expérience des soins, là on est plutôt dans le cadre d'une RIPH3, donc une étude qui a des risques minimes chez les patients, mais pour lesquels il va falloir aller collecter ces données-là. Mais elles sont très importantes à valoriser et on peut aller y associer des données qui vont être des données récupérées auprès des professionnels de santé. Et on peut peut-être passer du coup au cas numéro 3, qui est encore un autre cas, Oui. une autre typologie de cas. On a tous vécu. Voilà, tout le monde a vécu cette notion-là. Et là, typiquement, pour mesurer, pour toucher du doigt l'impact en termes d'organisation, là, on voit qu'il y a eu, parce qu'il y a eu, alors,
Je dirais même que c'était l'organisation Oui, qui a modifié le mode d'administration des médicaments. Si on pense à la vaccination anti-Covid-19, mais qui a ouvert après derrière à bien d'autres modifications et de transfert de tâches, le transfert de tâches de la part d'un médecin vers un autre professionnel de santé, notamment un pharmacien d'officine, par exemple, pour faire la vaccination anti-Covid-19, mais c'est valable pour d'autres, hein. Il y a des dépistages de maladies, etc. L'impact que ça a en termes d'organisation, ben, ça mérite d'être mesuré sur la consommation de certaines ressources rares que sont les médecins, notamment la consultation de médecine générale. Vous savez qu'on manque de plus en plus de médecins généralistes et de médecine de premier secours, donc premier recours, pardon, d'avoir donc libéré du temps à des tâches qui étaient, bah, un, il allait prescrire, deux, le patient allait récupérer le vaccin, trois, le médecin allait faire l'injection, etc. Avoir d'emblée accès à un traitement, à une prise en charge parce qu'il y a un pharmacien qui a accès directement à la molécule. Est-ce que ça fait gagner? Ben, ça fait gagner du temps au niveau du professionnel du médecin, généraliste. Ça fait gagner du temps au patient parce ça lui évite d'avoir 12 000 allers-retours sur le sujet. Évidemment, on a du transport, on a de mm, l'impact carbone aussi dessus et probablement une plus rapide efficacité de la couverture vaccinale qu'on peut aller chercher. Mais il y a probablement d'autres choses qu'on peut aller mesurer, non, dans tout ça. Nathalie, on avait vu sur la partie, donc il peut y avoir l'expérience patient. Il y a donc sur la couverture vaccinale. Si on oui, reprend sur cette partie-là, ça c'est un des gros sujets parce que vous savez que la cartographie des médecins ne suit pas exactement la cartographie de la couverture des patients. Et donc on a par exemple en France une espèce d'inégalité d'accès aux médecins en fonction de la géographie, alors que pour les pharmacies d'officine, comme il y a un schéma régional oui. d'organisation des soins, on a quelque chose qui est planifié, qui est organisé et qui est proportionnel à la population. C'est une ressource qui est beaucoup mieux également répartie sur le territoire. Donc ça fait partie des impacts lorsqu'on va transférer une activité d'un professionnel à un autre. Et donc ça, c'est des choses après qu'on peut aller mesurer, et notamment en termes de couverture vaccinale. Oui. On peut aller mesurer sur la consommation donc des soins. Et donc là, on peut aller, à partir de données issues bah, du SNDS, par exemple, aller, Si voilà, on pense au vaccin antigrippal, c'est les passages aux urgences les passages aux qui, pour les urgences. personnes âgées, occasionnent un certain nombre de passages. Enfin, si les personnes ne sont pas s'il n'y a pas une couverture vaccinale suffisante. Non, mais ce qui est vraiment intéressant dans cet exemple, c'est vraiment la mise en évidence de l'apport d'un changement d'organisation qui s'inscrit dans le cadre d'un intérêt de santé publique. Et il ne faut pas négliger aussi cette dimension et le fait que un simple, parce que en l'occurrence, ce n'était pas un simple changement, mais des changements d'organisation peuvent aller s'inscrire dans la réduction des inégalités d'accès aux soins ou des inégalités de santé de façon plus large et peuvent porter une dimension et des enjeux de nos politiques publiques. Donc, voilà, ça légitimise d'autant plus l'importance des changements organisationnels hein, dont on mesure les impacts. Et on peut penser aussi au nombre d'innovations ou même sans forcément être dans l'innovation, mais d'évolutions organisationnelles qui s'inscrivent dans le virage ambulatoire, hein, le passage de l'HDJ à l'HAD, le passage des traitements aussi à domicile, même en dehors du cadre de l'HAD. Donc, tout ça donne effectivement une vision assez importante et un poids, une perspective importante à tout ce qui est changement organisationnel qu'il est important d'évaluer, dont il est important de démontrer la valeur pour tous. Effectivement, on a vu beaucoup la partie changement de formulation qui peuvent être importantes. Oui, Et ça, c'est vrai que c'est des choses où parfois c'est hyper important, bah, que ce soit la fréquence d'administration, le mode d'administration, l'endroit, le lieu d'administration. En fait, tout ça on voit que c'est des sujets où dès que le traitement change de façon d'être administré, c'est là où probablement il y a les mesures de l'impact organisationnel sont les plus importantes à mesurer. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a dans les types d'études qui peuvent être menées, il va y avoir à chaque fois la question de
Où est-ce qu'on va aller chercher les données? Il y a des données dans le monde médico-administratif, il y a des données qui sont des données déjà récoltées dans le cadre du soin courant, donc la réutilisation des données, il y a de la donnée auprès des professionnels de santé. Donc tout ça, on est dans des cadres de données qui vont être beaucoup plus sur la réutilisation de données déjà réalisées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la partie de qu'est-ce qui se passe dans le cadre du patient, dans le vécu du patient, dans l'expérience du patient. Et donc là, il va y avoir ce type de données à ajouter en plus qui sont une perspective, alors on a parlé de patients, mais ça peut être pas que le patient, ça peut être leurs aidants aussi, etc., qui sont des perspectives à bien prendre en compte dans tout ça. Et donc, je pense que on a fait un tour, à mon avis, on a fait un survol un peu des impacts organisationnels. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer plutôt à une partie questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas, vous pouvez les poser directement dans la partie Q&A sur l'outil et peut-être le temps que ça arrive. Alors, moi, j'ai mon côté un peu béotien sur le sujet et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Ruality parce que ça me permet d'apprendre pas mal de choses de ce côté-là. Moi, j'ai toujours un peu de mal à comprendre la différence entre ce qui est une étude médico-économique et à quel point ces études d'impact organisationnel, c'est un truc un peu médico-éco ou pas, quoi. Est-ce que tu peux, ou toi, tu dois savoir ça mieux que nous? Comment tu vois ça? Comment tu vois les Oui, choses oui. entre le Alors, médico-éco et déjà, quand les on impacts parle d'études médico-économiques au sens strict, on fait référence à l'efficience ou les études coût-efficacité ou coût-utilité. Donc, ce n'est pas tout à fait le propos du jour, mais c'est vrai qu'il y a un amalgame et j'entends médico-éco, on va dire les études économiques en santé de façon plus large. Alors, en ce qui concerne la partie organisationnelle par rapport à la partie budgétaire ou purement économique, globalement, quand on travaille sur une modélisation, hein, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui sur ces études, la démarche, elle est la même. On va aller, dans un premier temps, aller rechercher tout ce qui est attendu comme effet, qu'il soit budgétaire ou purement organisationnel. L'intérêt, c'est ce que je vous ai expliqué, de mettre l'organisationnel d'emblée, c'est que voilà, on ne passe pas à côté d'impact organisationnel qui n'aurait peut-être pas eu d'intérêt sur un plan économique si on ne les avait pas envisagés sous l'angle organisationnel. Donc la démarche est la même, mais ce qui va être différent, c'est l'expression des résultats. D'un côté, on a une expression des résultats en valeur monétaire, et de l'autre côté, on a une expression des résultats beaucoup plus proche de la réalité des acteurs de santé. C'est vrai que de parler à un chef de service à l'hôpital de tant de fauteuils libérés en HDJ, pour lui, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus concret et beaucoup plus actionnable aussi en termes de solutions qu'il va pouvoir mettre en place pour réutiliser ce temps de fauteuil que de lui parler d'économies budgétaires ou de coûts ou de moindres coûts budgétaires où finalement cet argent n'est pas forcément fongible, il est dans l'hôpital, dans la structure de l'hôpital. Donc vous voyez que effectivement, souvent les impacts organisationnels vont être monétisés dans l'impact budgétaire, mais il est important de les considérer tous avant et de les faire s'exprimer dans leur propre unité pour avoir ce langage commun, opérationnel, et qui permet ensuite de mettre des actions organisationnelles en place dans les établissements de santé, par exemple. Oui, oui, merci. Oui, C'est beaucoup plus. Donc, c'est une partie qui peut rentrer dedans. La façon d'exprimer les résultats va être un petit peu différente parce que d'une part, très on différent. parle très argent, hein, et on dit, voilà, la liste médico-éco, je gagne tant d'euros, etc. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus pour, dans la partie sur le terrain, concrètement, je gagne X temps infirmier, temps médecin, je gagne tant de kilomètres, tant de machins, etc. parcourus. Non, non, merci, très clair. On a une question, mais je pense qu'elle est principalement pour toi, mais je pense que je pourrais peut-être aussi intervenir je dessus. ne vois pas la Qui est question. je vais te la dire. C'est en fait que principalement, en fait, c'est plutôt des études une fois que l'innovation elle est arrivée sur le marché. Et donc, comment on fait pour essayer de valoriser de l'impact organisationnel avant l'arrivée en vie réelle sur le terrain? Et C'est donc, bien. en gros, genre, tu as tes études de phase 3, par exemple, pour un médicament, tu dois déposer à la commission de la transparence. Oui. Comment tu peux Oui. essayer de valoriser de l'impact orga dans ton dossier à la commission de la transparence? Oui, oui, alors je remercie la personne qui a posé cette question, parce que là, effectivement, on arrive sur, véritablement, on est
enfin, on est sur l'innovation. Donc, comment on valorise l'innovation organisationnelle en France? Alors, euh, pour les médicaments, enfin, il y a une voie pour l'innovation organisationnelle, pour l'accès au marché de l'innovation organisationnelle. Ce n'est pas véritablement le sujet d'aujourd'hui, mais elle a été faite pour ça. C'est quand même l'article 51, les expérimentations dans le cadre de l'article 51 qui inscrivent tout un programme de recueil de données visant justement à valoriser ces innovations sur un certain nombre enfin, selon un certain schéma d'évaluation, la faisabilité du déploiement, l'efficacité, l'efficience et la dissémination. Alors, la voie expérimentation article 51, qui en fait est celle qui permet, telle qu'elle est décrite, d'arriver à un financement possible d'une innovation organisationnelle, hein, qui à ce moment-là n'est pas forcément inscrite dans le droit commun. Donc c'est là où on a les forfaits au parcours, la prise en charge des patients, etc. Des forfaits pour la coordination ou en particulier la télésurveillance dans un certain nombre de thérapies a utilisé l'article 51 pour démontrer sa valeur, enfin en partie l'article 51. Donc voilà ma réponse. La réponse, on va dire, telle qu'elle est officiellement inscrite dans les process d'accès au marché. Tout ça, après, repasse aussi par la CNEDIMS et c'est ça qui fait toute la... Enfin, finalement, on en revient au même niveau d'évaluation par la CNEDIMS. Mais les expérimentations article 51 permettent théoriquement d'avoir cette première évaluation avec les autorités titulaires, puisque c'est mené par la CNAM et par la DGOS. Probablement, il y a, enfin, moi, je suis complètement aligné avec ce que Ouais. tu dis, mais il y a aussi probablement une façon aussi de concevoir les études qu'on a en amont avant les dépôts des dossiers. Typiquement, il y a très souvent donc, des études de phase 3 qui sont réalisées, et c'est un des trucs que j'ai essayé un peu de brosser, hein, de dire, j'ai beaucoup insisté sur la partie des études de vie réelle une fois que c'est concrètement ancré dans le terrain, mais c'est un peu ce que j'ai dit aussi au début. Il y a parfois des données qui sont dans les études interventionnelles qui peuvent être des arguments, une des variables que vous pouvez utiliser dans les impacts organisationnels. Typiquement, vous avez, je ne sais pas moi, un dispositif médical ou un médicament et vous avez dans votre plan, dans les données, dans le CRF qui a été fait dans l'étude interventionnelle et qui a montré que le nombre de consultations après a diminué, que le temps de récupération a diminué, que le volume de ressources de soins a diminué, etc. Dans le groupe qui a été traité versus dans le groupe contrôle, c'est de l'impact organisationnel. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises. C'est de la donnée qui a été faite dans de l'étude randomisée, etc., qu'on peut réfléchir à retransposer dans le contexte du pays, et notamment là, on parle de la France en particulier, mais dans le contexte du pays, de dire, voilà, ça, en France, c'est ça. Donc, je pense que c'est important aussi à vous de réfléchir dans les dossiers, dans les données qui ont déjà été générées, dans ce que vous avez, d'avoir un peu un cahier un peu ouvert et de dire, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'on peut essayer de récupérer pour essayer d'expliquer ce que c'est que de l'impact organisationnel et comment on pense que ça va être fait. Et puis après, d'essayer de le prévoir dans votre plan de génération de données une fois que c'est en vie réelle. Ça, je pense que c'est important, surtout que ça colle avec les études phase 3, ça a été fait. Et puis aussi parfois, donc toi tu parles des articles 51 dans l'innovation, je pense que c'est hyper important dans les parcours, mais il y a aussi parfois, il y a des innovations qui arrivent sur le marché avant d'être vraiment dans le droit commun, elles ont un peu un entre-deux et qui est par exemple sur les accès précoces. Et dans les accès précoces, vous avez un PUTRD, donc un plan de collecte de données. Je pense c'est aussi le bon moment de réfléchir à quelles données je vais pouvoir aller récupérer sur le nombre de visites, etc. Donc ça, voilà, vous avez 70, vous avez très en amont avant de déposer le dossier. Donc là, qu'est-ce qui a été fait avant? L'innovation qu'on peut essayer de faire dans le cadre d'un article 51. Je vois qu'il y a des questions sur l'article 51. L'article 51, c'est un mode de façon de faire des nouveaux parcours de soins. Ça s'appelle article 51, mais c'est innovation dans les parcours de soins. Euh, et après, derrière, une fois que vous allez avoir le médicament plus ou moins sur le marché, dans le cadre d'un accès précoce ou dans les études de virales, de bien penser à les avoir. Si Vas-y, pardon, vas-y. non, je suis en train de lire les retours sur l'article 51.
Oui, je suis d'accord. C'est effectivement des initiatives qui viennent du terrain, ce qui fait, enfin, c'est un des prérequis, enfin, une des revendications des expérimentations article 51. Cela n'empêche pas, il peut y avoir, quand on est effectivement dans l'innovation organisationnelle, hein, le fait de travailler très tôt en partenariat avec l'écosystème et le terrain, c'est ça qui va vous permettre, parce que l'innovation organisationnelle, aucun industriel va la montrer tout seul. Il va la montrer forcément en s'inscrivant dans un écosystème avec les professionnels de santé, les patients et potentiellement, etc. Enfin, ça dépend de l'innovation. Donc, c'est effectivement un montage. C'est pour ça que je dis les segmentations, article 51 pourrait être un sujet de webinaire Oui. tout seul, parce qu'on pourrait en dire pas mal de choses, et en particulier sur finalement la facilité d'y accéder. Oui, il y a un certain nombre de conditions qui sont en prérequis. Donc, Et on a une autre on peut question. trouver cet article 51 et sur le site du ministère de la Santé, vous tapez expérimentation article 51, Ouais. vous allez trouver, c'est très bien expliqué. Et vous avez, et c'est très intéressant aussi, accès à toutes les expérimentations en cours, passées, terminées, etc. Et les rapports C'est d'évaluation. très inspirant. Et encore une fois, les articles 51, c'est pour démontrer une innovation organisationnelle pour laquelle il n'y a pas, ou il y a des, entre guillemets, des trous dans la raquette au niveau du financement, hein, et pour approcher une autre façon de financer des parcours ou des morceaux de parcours au regard d'une nouvelle organisation. Et je faisais référence tout à l'heure à la télésurveillance, par exemple, dans le diabète gestationnel, qui a fait l'objet d'article 51. Justement, ça me permet de rebondir sur une autre des questions qui est sur le dispositif médical. Tu vois, qu'est-ce qui est. Parce que là, pour le coup, dans le DM, donc dans le dispositif médical pur, pas forcément le DM libre, dans le dispositif médical, on a l'impression que l'impact organisationnel, ça a été quand même très bien cadré. C'est là où c'est probablement le mieux cadré parce que globalement, les DM, la plupart du temps, apportent peu de démonstrations d'amélioration de la morbimortalité. Et donc, le fait qu'ils aient des améliorations de l'expérience, et notamment de l'expérience et d'impact organisationnel, c'est là où ça a été bien prévu et assez bien codifié. Et donc, la question, elle porte sur qu'est-ce que ça serait des déterminants, à ton avis, les plus souvent pris en compte pour justement accéder au remboursement quand on est un DM? Qu'est-ce qui est. Alors évidemment, Les économies. voilà, ouais, voilà. Ben oui. Donc on revient Non, quand mais même un peu sur l'impact organisationnel. on revient sur Oui. effectivement l'impact budgétaire et qui est nourri aussi, hein, des impacts organisationnels. Mais oui, bien sûr, l'aspect, enfin, on va pas se le cacher, hein, l'aspect économique reste important. Et ça reste un des critères majeurs pour. Bon, Dès l'instant où on a passé tous les autres, évidemment. Mais c'est vrai que sur la partie DM, il y a quand même combien ça coûte, finalement? Voilà, Combien ça va coûter? voilà. Est-ce que ça va coûter? Combien ça va coûter? Est-ce que ça va rapporter? Voilà. Et donc, il y a la question dans le DM d'avoir, il y a une amélioration de la morbidité, donc on diminue les hospitalisations ou la consommation de soins, etc. Enfin, le fait de développer ou pas des complications liées à X ou Y maladie. Donc ça, c'est un des grâles à démontrer le plus possible avec du DM. Et puis après, il va y avoir la partie en dessous de, est-ce que ça permet de faire des économies dans le système de soins? Je sais pas, moi, on change un mode de fonctionnement de suivi d'une maladie. Ça permet d'avoir moins de consultations, moins de biologie, moins d'imagerie, moins de machin, etc. Évidemment, l'EDM permet d'avoir un meilleur remboursement. Et puis après, il permet d'améliorer l'organisation, avoir un impact organisationnel qui permet d'avoir une meilleure communication, je sais pas moi, entre la ville et l'hôpital, avoir gagné du temps de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou du temps infirmier. Ça, voilà, dans la gradation, vous remontez à rebours de ce que je viens de dire et c'est probablement ça qui vous apportera les meilleures chances de remboursement, non? Oui, enfin, oui. On retombe sur les critères habituels qui sont inscrits dans le Code de la sécurité sociale, donc c'est difficile d'en déroger, qui définissent le SMR et le service attendu. Donc, en fait, je vois que l'heure tourne, mais les impacts organisationnels, il faut les envisager
pas, enfin, il y a bien sûr, ils doivent nourrir l'accès au marché tant qu'ils le peuvent. Et souvent, on l'a vu, tout est lié, c'est que les impacts organisationnels peuvent avoir un bénéfice qui peut se traduire en termes cliniques, hein, un patient mieux suivi plus régulièrement parce que, par exemple, télésuivi, hein, il peut y avoir, et il y en a, hein, certains dispositifs de télésurveillance le démontrent, un impact clinique. Donc, ça vient nourrir aussi l'impact clinique. Et il faut effectivement mettre ça en évidence. Donc, je pense que oui, c'est important. Euh, je ne sais pas si, oui. Non, non, mais je pense qu'on a bien brossé toute la partie impact organisationnel et que je pense qu'on va pouvoir conclure sur tout ça. Ravi des échanges qu'on a pu avoir. Alors, avant que vous partiez, un petit message. Donc, on va avoir vous aurez accès au replay sur le sujet. Pour vous annoncer qu'on va avoir un prochain webinaire, notre prochain webinaire sera sur le value-based healthcare. Et en fait, on n'est pas loin des sujets qu'on a ici, hein, qui sont donc sur le fait d'évaluer la valeur apportée par les innovations et notamment dans le soin, qui prennent en compte notamment l'expérience du patient. Donc, vous voyez, on est dans ces systèmes-là et on a des évolutions et donc qui aura lieu le 13 mai, si je ne dis pas de bêtises, qui sera aussi en ligne et on aura le plaisir d'avoir la présidente de la Société française de la valeur en santé qui sera avec nous pour ce prochain webinaire. Et je vous invite dès à présent, je pense que vous aurez le lien en ligne, à vous inscrire si vous voulez. C'est en train, voilà, ça va arriver. Merci à toutes et à tous d'avoir été ici. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire, on vous répondra. Bah voilà, vous avez le lien qui est arrivé dans le chat. Merci à toutes et à tous, et Merci donc beaucoup. à très bientôt. Au revoir.